La langue des signes que nous connaissons aujourd'hui n'a jamais été une évidence. Son existence même a été menacée, contestée, combattue. Pendant des siècles, elle a failli disparaître, non pas par manque de richesse ou de logique, mais à cause de décisions humaines, d'idéologies dominantes et de peurs profondes face à la différence. Comprendre l'histoire de la langue des signes, ce n'est pas seulement raconter une naissance, c'est aussi raconter une longue série d'obstacles, de blocages et d'interdictions qui ont failli étouffer une langue entière avant qu'elle ne puisse s'imposer. Obstacle numéro 1. L'isolement total des personnes sourdes pendant une grande partie de l'histoire. Les personnes sourdes ont vécu isolées, sans école spécialisée, sans communauté structurée, sans reconnaissance sociale. Chaque enfant sourd grandissait souvent seul dans sa famille, sans contact avec d'autres sourds. Or, une langue ne peut survivre sans transmission collective. Sans échange régulier, sans groupe, sans espace pour se développer, les gestes restent individuels. Cet isolement a longtemps empêché la langue des signes de se structurer, de s'enrichir et de se transmettre durablement. Obstacle numéro 2, les gestes étaient locaux, fragmentés et non standardisés avant l'existence d'écoles pour sourds. Les gestes utilisés variaient fortement d'un lieu à l'autre. Chaque famille, chaque village, parfois chaque personne développait ses propres signes. Ces systèmes fonctionnaient localement, mais ils ne permettaient pas la naissance d'une langue partagée à grande échelle. Sans standardisation progressive, sans confrontation entre différentes pratiques, la langue des signes restait morcelée. Cette fragmentation a longtemps freiné sa reconnaissance comme langue à part entière. Obstacle numéro 3, l'absence d'écoles dédiées avant 1760. Avant le milieu du XVIIIe siècle, il n'existait presque aucune institution dédiée à l'éducation des enfants sourds. Sans école, il n'y a pas de transmission organisée. Sans transmission, une langue s'affaiblit. Même lorsque des gestes existaient, ils disparaissaient souvent avec ceux qui les utilisaient. L'absence d'un cadre éducatif a empêché la langue des signes de se stabiliser et de se transmettre sur plusieurs générations. C'est l'un des obstacles majeurs à son développement durable. Obstacle numéro 4, la méfiance envers les gestes. Pendant longtemps, les gestes ont été perçus comme inférieurs à la parole. Dans de nombreuses sociétés européennes, parler était associé à la raison, à l'intelligence et à la civilisation. Les gestes, eux, étaient vus comme primitifs ou incomplets. Cette méfiance culturelle a profondément nui à la langue des signes. Elle a justifié son exclusion des écoles et son rejet par les élites intellectuelles. Une langue considérée comme inférieure a peu de chances de prospérer. Obstacle numéro 5, la domination de l'oralisme à partir du XIXe siècle. Une idée s'impose progressivement, les personnes sourdes doivent apprendre à parler, pas à signer. Cette approche, appelée l'oralisme, considère la parole comme la seule voie valable d'intégration. Dans de nombreuses écoles, on force les enfants sourds à lire sur les lèvres, à articuler des sons qu'ils n'entendent pas. Les signes sont découragés puis interdits. Cette domination de l'oralisme marginalise la langue des signes et fragilise sa transmission pendant plusieurs décennies. Obstacle numéro 6, le Congrès de Milan en 1880. Un événement marque un tournant dramatique, le Congrès de Milan. Des éducateurs venus d'Europe y décident de l'avenir de l'enseignement des sourds. Mais presque tous sont favorables à l'oralisme. Aucun enseignant sourd n'est réellement écouté. Le Congrès adopte des résolutions affirmant que la parole doit remplacer les signes à l'école. Cette décision entraîne l'interdiction officielle de la langue des signes dans de nombreux pays. En quelques années, des générations d'enfants sourds sont privés de leur langue naturelle. Obstacle numéro 7, les conséquences de l'interdiction après le Congrès de Milan. Les conséquences sont immédiates. Toutes les écoles totalement signantes sont fermées. Les autres écoles abandonnent l'enseignement en langue des signes. Les enseignants sourds perdent leur emploi. Dans certaines classes, signer devient une faute, parfois punie. La langue des signes ne disparaît pas totalement, mais elle se réfugie dans les marges, dans les cours de récréation, dans les internats, loin des regards des autorités. Elle survit, mais affaiblie, contrainte au silence officiel. Obstacle numéro 8. La marginalisation sociale des sourds, l'interdiction scolaire, renforce une marginalisation plus large. Sans reconnaissance linguistique, les personnes sourdes sont exclues de nombreux métiers et espaces de décision. La société les considère souvent comme incapables ou déficientes. Cette exclusion sociale freine la transmission de la langue des signes et limite sa visibilité. Une langue qui n'est ni enseignée ni reconnue publiquement peine à s'imposer. La langue des signes traverse alors l'une des périodes les plus critiques de son histoire. Obstacle numéro 9. L'absence de reconnaissance linguistique. Pendant longtemps,
Les linguistes eux-mêmes ignorent la langue des signes. Elle n'est pas étudiée comme une vraie langue, mais comme une simple gestuelle. Sans reconnaissance scientifique, il est impossible de la protéger juridiquement ou institutionnellement. Ce n'est qu'au XXe siècle que des chercheurs commencent à démontrer que les langues des signes possèdent une grammaire complexe. Ce retard scientifique a longtemps laissé la langue des signes sans défense face aux interdictions. Obstacle numéro 10, la difficile survie dans la clandestinité au début du XXe siècle. La langue des signes n'a pratiquement plus d'existence officielle. Elle est absente des écoles, exclue des institutions, ignorée par les lois et les autorités éducatives. Elle ne survit plus que dans la clandestinité, transmise discrètement entre personnes sourdes en dehors de tout cadre reconnu. Dans les internats, les foyers ou les associations, les signes circulent en secret, souvent à l'abri des regards et au risque et péril de ceux qui les utilisent. Cette survie cachée permet à la langue de ne pas disparaître totalement, mais elle la rend extrêmement fragile. Sans enseignement formel ni reconnaissance publique, la langue des signes reste menacée d'extinction permanente. Au milieu du XXe siècle, le regard commence à changer. Des chercheurs, des militants sourds et des éducateurs remettent en cause les interdictions passées. Ils démontrent que la langue des signes est une langue à part entière. Après avoir failli disparaître, elle entame une lente renaissance. Mais cette reconnaissance n'efface pas les obstacles du passé. Elle en révèle au contraire la violence. Car comprendre ces obstacles, c'est aussi comprendre comment la langue des signes a dû se battre pour les surmonter. C'est justement ce que nous allons explorer dans la suite de cette série. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour découvrir chaque semaine l'origine fascinante de ce qui façonne notre monde.